Je suis entre autres le co-auteur du livre sur le BRF que certains d'entre vous connaissent. Voilà, et aujourd'hui, je suis passé j'ai commencé par le BRF, c'était le point de départ, et aujourd'hui, je travaille sur les sols vivants, et en particulier dans ces applications en maraîchage, puisque nous avons créé le réseau maraîchage sol vivant en 2012. Voilà, donc tout d'abord, on a deux idées clés. Deux idées, je veux dire, qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Donc la première, c'est peut-être la plus importante à comprendre, ce sont les plantes qui font le sol. Alors je pense que peut-être pour vous c'est quelque chose de relativement acquis, mais c'est vrai que dans l'ensemble de la population, que ce soit des jardiniers ou même des agriculteurs, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Une plante, c'est de l'air et de l'énergie solaire en fait, quasiment. Et le sol finalement apporte presque rien, donc c'est entre 5 et 10% ce qui vient directement du sol, sachant qu'il y en a une partie qui vient de l'air, qui vient indirectement de l'air, puisque l'azote est fixé par des bactéries avant d'être capté au niveau des racines. Donc en effet, la plante apporte beaucoup plus de matière et d'énergie au sol qu'elle n'en prend. Donc elle fabrique le sol. Et le deuxième principe, c'est que c'est la vie du sol qui gère la fertilité, donc qui gère les flux de nutriments, qui gère la structure du sol, qui gère, donc je n'entre pas dans les détails, mais qui gère la décomposition des matières organiques. Donc toute la fertilité du sol, tous les processus sont vraiment gérés par la vie du sol. Donc trois grands types de pratiques en découlent. Donc là c'est ma proposition. Donc la première, c'est réduire le travail du sol, donc aller vers le semi-direct ou au moins un travail réduit, voilà, jusqu'où on a envie d'aller, jusqu'où on peut aller. La deuxième, c'est apporter des matières organiques, donc ça c'est souvent ce à quoi on pense. Et le troisième, donc, ah ben là justement c'est une photo de Laurent, tiens, c'est produire la biomasse sur place. Voilà, un magnifique sorgho qui fait 2,50 m de haut là, voilà. Alors réduire le travail du sol, on voit carrément là donc un cultivateur qui est en train de repiquer directement à travers, donc le rye c'est du seigle, donc à travers un couvert de seigle qui a été roulé là, et il est en train de repiquer une culture directement dans ce couvert, sans aucun travail du sol. Alors tout d'abord, la question, avant de comprendre pourquoi ne pas travailler les sols, rappelons pourquoi on le travaille. Donc tout d'abord, on a besoin de contrôler l'enherbement. On a besoin d'ameublir le sol, on a besoin de préparer le lit de semences, on a besoin de minéraliser la matière organique, et la conséquence de cette minéralisation, c'est la libération des nitrates. Donc bon, c'est tout un ensemble de rôles du travail du sol que je pense que vous connaissez. Donc pour ne plus travailler le sol, ça veut dire qu'on va devoir remplacer tout ça par d'autres outils agronomiques, donc ceux qu'on voit ici. Donc ce que disait Laurent juste avant, voilà, il faut remplacer le travail de l'outil par le travail des racines et de la vie biologique du sol. Donc pourquoi ne plus travailler les sols ? Tout d'abord, c'est le constat, donc là on va faire un constat visuel de certaines dégradations liées à la vie du sol. Donc là, la semelle de labour elle a disparu. C'est assez spectaculaire cette semelle de labour, là où extrêmement compacte par rapport à l'horizon qui ameublit mécaniquement au-dessus. Donc là c'est une mise en culture d'une parcelle enherbée, donc chez François et Daniel Mullet. Voilà, donc là ils ont simplement épandu de la paille directement sur la prairie, pour désherber en fait, hein. Et puis après ils vont simplement semer directement à travers ce mulch dans la terre. Donc là c'est un repiquage qui a été fait de courge je crois. Voilà, et donc on voit aussi qu'il y a du coup un peu une interaction entre le fait de ne plus travailler les sols et le fait soit d'apporter des matières organiques, soit de produire de la biomasse sur place à travers des couverts végétaux. Donc voilà, on va passer donc ce deuxième chapitre donc, qui est directement lié, apporter des matières organiques. Donc là c'est du BRF, sur la photo c'était les essais BRF qu'il y avait en Belgique. Donc avec deux grands types de rôles des matières organiques, soit amender le sol. Donc amender le sol, c'est modifier les propriétés du sol, les propriétés qu'elles soient physiques, chimiques ou biologiques. Et ça permet d'avoir, si le sol bien sûr peut le recevoir, d'amener de gros apports qui permettent d'améliorer rapidement le sol, plus rapidement qu'on ne le ferait avec de simples plantes. Et le deuxième rôle, c'est le paillage. Alors un paillage, quel rôle ça a? D'abord contrôler l'enherbement. On a vu donc chez les frères Mullet, on a vu qu'ils utilisent le paillage pour détruire l'enherbement spontané ou les couverts sur les sols qu'ils veulent cultiver. Bien sûr limiter l'évaporation et durer longtemps. Donc on a des rôles finalement très différents de celui de l'amendement. Quelles sont les plantes qui poussent sur une parcelle? On a des cultures, on a de l'enherbement spontané, on a des couverts végétaux, on peut avoir des arbres, on peut avoir un certain nombre de choses différentes qui poussent. Donc on va simplement parler des cultures et des couverts.
Alors, pour la restitution des résidus de culture, c'est vrai qu'en maraîchage, on a un petit problème, c'est qu'on est quand même assez limité. On a peu de plantes qui restituent beaucoup de résidus. Donc, mais on peut quand même l'utiliser. Donc là, on voit Daniel Mullet en train de ramasser des navets. Et c'est quand même remarquable, il arrive à avoir un joli tapis vert dans la partie récoltée. Voilà, ils arrivent quand même à avoir à ramener beaucoup de matière au sol, mais bien sûr, ils en exportent quand même beaucoup plus qu'ils n'en laissent, parce que les cultures maraîchères sont comme ça. Voilà, souvent, on a une grosse partie du légume qui est exporté, en particulier quand c'est des légumes racines. Et donc, le recours aux couverts végétaux semble assez inévitable. Donc là, bon, ça c'est une photo en grande culture, hein, avec un magnifique biomax de tournesol, surtout tournesol, je ne sais pas un mélange. Tournesol, c'est en Bretagne, où on sème directement du blé dedans. Ensuite, voilà, et donc là, l'application en maraîchage, la photo que je montrais tout à l'heure, là, avec un repiquage de salade sur du seigle, ou ce qu'on a vu juste avant aussi avec Laurent, donc avec tous ces métailles de blé tout zèle, là, sur lesquels après il implante ces différentes cultures. Là, c'est la serre qu'on voyait tout à l'heure avec le mulch de paille. Là, c'est avec un couvert de moutarde et une graminée qui doit être avoine ou je sais pas quoi. Voilà, et puis ensuite, simplement, ce couvert qui est détruit je crois simplement par mulchage par-dessus, par de la paille, et où on implante les différentes cultures, donc avec les modalités que Caroline vous a exposées juste avant. Et puis, on peut aussi associer les couverts aux cultures. Alors, quand je dis associer les couverts aux cultures, ça peut être aussi bien associer des herbacées que des ligneux. Donc on va arriver dans l'agroforesterie. Donc là, sur des herbacées, donc là en grande culture, on commence à le faire. Là, par exemple, là, une belle association blé-luzerne qu'on commence à voir de plus en plus, en tout cas par ici. Voilà, mais ça c'est chez Laurent aussi, ça tient. Association de choux et de trèfle incarnat. Donc là, par contre, le trèfle incarnat est semé dans la culture de choux. Hein. C'est dans la culture de choux déjà implantée. Hein. Et puis on arrive bien sûr au stade quelque part qui est une forme de couvert associé, puisque c'est des ligneux au milieu d'une parcelle de culture. L'agroforesterie, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur l'agroforesterie, Laurent, sur ce que tu as fait. J'ai introduit des fruitières à l'intérieur de mon jardin pour essayer de travailler sur la fertilité de l'air, donc limiter les flux d'air à l'intérieur du jardin pour créer une ambiance plutôt sweet pour la plante, qu'il n'y ait pas de gros pics de température. Donc du coup elles sont orientées nord-sud pour optimiser l'angle d'ensoleillement. Ça tombe bien, chez moi, le flux d'air il est d'ouest, donc ça va casser le flux d'air. Tout est greffé sur du nanisant pour éviter qu'il y ait un développement important de l'arbre et éviter aussi qu'il y ait un enracinement trop grand qui aille bouffer les réserves alimentaires de la plante. Donc du coup ce sont que des espèces à pépins. C'est sur du cognacier et M9. Les arbres sont plantés d'une manière intensive. Ils sont plantés à 1,20 m, conduits en axe, formés à la ficelle et palissés. Les essences sont mélangées. Donc il peut y avoir pomme, poire, nachi, coin, et puis voilà quoi, en 3 espèces. Et entre les arbres, j'ai replanté un petit peu pour densifier au sol. J'ai planté des petits fruits, donc groseille, cassis, caseille, et aussi des vignes américaines, pour intensifier au maximum. À terme, je pense que je vais introduire entre les arbres, dans cet hiver je vais le faire, des bûches pour faire une culture de champignons, quoi. Donc mon choix du nanisant, c'est parce que en fait c'est vraiment pour moi l'arbre maraîcher par excellence. C'est un petit chou en fait qui devient un peu plus grand. Ça demande autant de soins qu'un légume, un nanisant. Donc quand on est maraîcher jardinier, en fait c'est facile à comprendre comment il faut le conduire, à manger, de l'eau, pas d'herbe, du soin. En plus c'est des arbres qui ont une rapidité de production, c'est super rapide. Ça c'est un arbre, il est en première année de production, il a déjà des pommes, donc ça vient de suite. C'est facile à surgreffer. Quand on n'est pas content de la variété, en fait, eh bien, on peut rebasculer sur autre chose. Donc on peut optimiser le choix de ces variétés en fonction du créneau commercial ou de la capacité des résistances aux maladies en fonction du lieu, quoi. C'est contrairement à ce qu'on dit, c'est des arbres qu'on peut conduire aussi longtemps qu'un franc. Il n'y a pas de, ça s'arrête jamais de vivre un anisant, puisque quand le bois commence à vieillir et qu'il n'a pas
que les canaux ne pourvoient plus en sève, il suffit de le rabattre au-dessus de la greffe, il va repercer sur un bois neuf et de le reformer. Donc on peut l'amener tranquille à 60 ans, quoi, un anison, ce qui est largement suffisant pour la vie de maraîcher, quoi. Et voilà ce que je voulais dire juste. L'inconvénient de ces arbres, ben, c'est leur qualité, c'est qu'ils demandent beaucoup de soins, quoi. Donc un sol qui a été ameubli, soit d'une manière mécanique comme tu as fait, quoi, soit d'une manière biologique comme j'ai fait là. L'entretien de l'herbe sur le cavaillon, j'ai hésité pendant des années à mettre des arbres dans le jardin parce qu'en fait, comme je binais tout, je me disais ça va m'apporter de l'herbe dans le jardin, je vais être incapable de le gérer avec la charge de travail que j'ai à côté. Et du coup, à force de progresser dans les pratiques culturales et la gestion de l'herbe, c'est plus devenu un problème, voire même un avantage en herbement. C'est-à-dire que je laisse, à partir de cette saison, là, quasiment maintenant, sur la photo, j'arrête de désherber et je laisse pousser les spontanés au pied de l'arbre au moment où l'arbre décline. Donc il n'y a plus de concurrence de nutriments pour l'arbre, ce qui me fait un engrais vert un peu jachère. Et au printemps, au moment où l'arbre débourre, donc au moment de la floraison, les graminées, elles sont vachement hautes, elles, déjà, puisqu'elles démarrent, l'intérêt de la graminée, justement par rapport à l'arbre, ce que je précitais avant au niveau des sucres, c'est qu'il y a un flux constant d'énergie parce qu'il n'y a pas ce repos végétatif qu'on a sur les arbres qui perdent leurs feuilles. L'herbacelle synthétise tout le temps des sucres, quoi. Du coup, au printemps, elle démarre beaucoup plus tôt et elle occupe le sol et elle produit un engrais vert, quoi, que je mulch avec du foin au mois d'avril, ça doit être à peu près au mois d'avril, mi-avril, quand l'arbre commence à redémarrer. Mon engrais vert est à peu près à cette hauteur, je le mulch, je le couche comme si je le roulais, je pose le mulch ça suffit pour le tuer. Et du coup j'ai mon cavaillon qui reste propre tout l'été, il suffit que je repasse à peine un peu à la main pour sortir l'herbe. En même temps, j'accrois la fertilité du sol à cet endroit, donc l'arbre peut se développer, ça me demande peu de soins. J'ai pas besoin de juxtaposer une irrigation, parce que comme il est au milieu du jardin, en fait, il profite de l'irrigation de mes légumes, donc j'ai pas de calcul à faire. Tiens, il faut que j'aille arroser mon verger ou des choses comme ça quand j'ai jamais le temps, ils en bénéficient eux-mêmes. Et ensuite, comme je bricole toujours entre les planches, j'ai un regard constant sur mes arbres, ce qui me permet d'affiner la conduite et d'optimiser le choix variétal, quoi, en fonction des saisons. Voilà. Merci Laurent. Allez, je vais donc conclure cette petite intervention sur les défis techniques que l'on a pour faire du maraîchage sur sol vivant. Premier défi, c'est que c'est le matériel. Aujourd'hui, tout le parc de matériel qu'on a est adapté à des sols travaillés. Donc, soit il faut le fabriquer, il faut le chercher dans des pays étrangers. Bon, il y a un défi important là-dessus. Il y a l'atelier paysan qui est basé, je crois, en Savoie, et qui propose effectivement des stages d'autoconstruction. Vous pouvez les faire venir, ils ont un camion de matériel. Ils font des stages partout en France. Ils arrivent avec leur camion et vous pouvez autoconstruire votre matériel. Et donc, ils s'intéressent aussi beaucoup à notre thématique. Hein. Et ils ont été présents aux 3 rencontres maraîchage sur sol vivant d'ailleurs. La génétique, adapter la génétique à ces pratiques-là, c'est pas forcément la même génétique qui va bien répondre à des sols travaillés et à des sols non travaillés. Ça, il faut l'adapter. Les itinéraires techniques, bien sûr, hein, donc là on en a vu quelques-uns sur tout l'immense pépinière créative qu'on a d'itinéraires techniques dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Hein. De gérer plusieurs cultures en même temps sur la même parcelle, sur la même planche. Et, comme on vient de le voir, d'introduire des arbres dans les parcelles, donc c'est un peu le thème qui est au cœur de la journée, et ce dont Evelyne va nous parler beaucoup plus en détail juste après.